Je ne fais pas de mots d'introduction. Vous êtes jeune, talentueux, philosophe, engagé politique aussi, mais dans le bon sens du terme. Et donc, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, mais pourquoi? Et en fait, pour tout vous dire, je ne vous connaissais pas. Quelqu'un m'a dit, vous devriez peut-être. J'ai regardé Internet, ça c'est formidable, YouTube. Et je me suis dit, mais c'est évident, voilà, c'est évident. Je vous ai appelé en plein mois d'août. Je ne sais pas, je vous ai peut-être dérangé en pleine vacances. C'est pas grave, vous êtes là et c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est moi qui vous remercie vraiment pour votre invitation. Je me sens très gêné de venir devant vous pour partager avec vous quelques éléments de réflexion. Je ne suis qu'un tout jeune professeur de philosophie et bien éloigné à bien des titres des aventures que vous portez, et notamment de l'incroyable technicité des projets qu'on a vu se déployer cet après-midi. Mais vous m'avez demandé d'intervenir sur cette belle question du patrimoine et dans le cadre de cette journée de la demeure historique. Et c'est vrai que c'est la question à laquelle j'ai consacré ce petit effort, ce petit travail qui est devenu ce livre, Les Déshérités, parce que je crois que nous sommes au cœur d'une crise assez profonde, d'une crise de la transmission. Et je voudrais essayer de partager avec vous, comme un jeune enseignant, ce que cette réflexion qui est venue pour moi de l'expérience de l'éducation a pu ou pourrait éclairer des défis auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés. Et d'abord, je voudrais partir de ce qui pourrait paraître au fond problématique dans le programme de votre après-midi, de ce qui pourrait paraître étonnant dans le programme de votre journée. Vous avez choisi de travailler aujourd'hui sur la question du dynamisme et cet après-midi plus particulièrement sur la question de l'innovation. Et on pourrait se demander ce que le dynamisme et l'innovation peuvent bien avoir à faire avec une association qui s'appelle la demeure historique. Parce qu'a priori, la demeure historique désigne plutôt précisément ce qui ne se transforme pas, ce qui ne change pas, ce qui, par conséquent, semble demeurer une espèce de résistance insupportable au mouvement de l'avenir, n'est-ce pas? Je crois que la crise de la transmission que nous vivons aujourd'hui, elle vient justement de cette opposition si ordinaire que notre société fait entre le passé et l'avenir, entre l'histoire et le futur, entre la tradition et l'innovation, opposition qui constitue en quelque sorte le fondement même de ce que, en philosophie, nous appelons la modernité. Nous vivons la fin de cette grande période de l'histoire de la pensée qui s'appelle la modernité, dans son accomplissement que la philosophie universitaire appelle la postmodernité. Et la postmodernité consiste tout entière dans cette espèce d'opposition, de tension dialectique, de tension établie entre l'histoire et l'avenir. Tout se passe comme si une association comme la demeure historique ne devrait pas avoir le droit de parler d'innovation. Au fond, dans le monde moderne étant celui qui se définit par la fascination pour le maintenant. Moderne vient du mot latin modo, qui veut dire maintenant. Dans ce monde passionné par l'ici et le maintenant, par la certitude qu'au fond, ce qui est maintenant est forcément meilleur que ce qui était hier et que ce qui sera demain sera forcément un progrès par rapport à ce qui est aujourd'hui. Tout ce qui s'attache à l'histoire sont forcément du côté du passé et voués à être dépassés. Et vous commettez la double faute, non seulement d'être attaché à l'histoire, mais en plus d'avoir choisi comme nom, encore une fois, la demeure, mot qui désigne forcément, au sein du monde moderne, quelque chose comme les demeurés. Demeurer, c'est ne pas pouvoir évoluer. Et toute la modernité nous dit en permanence que celui qui n'est pas capable de changer, de se transformer, d'innover, celui qui n'a pas la plasticité de s'ajuster en permanence aux mutations de l'avenir, que celui-là est condamné à être un jour périmé. J'ai trouvé pour méditer sur cette question, puisque parler d'histoire est toujours un peu facile, mais parler de demeurer est peut-être plus intéressant parce que aussi plus singulier. J'ai trouvé dans les nourritures terrestres de Gide ce mot qui m'a toujours beaucoup frappé et qui fait écho à votre nom, Monsieur le Président. Ne demeure pas, écrit Gide, ne demeure pas auprès de ce qui te ressemble. Ne demeure jamais, Nathanaël. Dès qu'un environ a pris ta ressemblance, ou que toi tu t'es fait semblable à l'environ, il n'est plus pour toi profitable, il faut le quitter.
Ce mot de Gide désigne parfaitement ce que nous appelons modernité, cette passion pour le changement, pour le mouvement, pour le dynamisme. Le dynamisme vient du grec dynamis, qui veut dire mouvement. Et encore une fois, de façon très étonnante, vous avez choisi de mélanger dans votre activité autour de la demeure historique la question du dynamisme. Or, ce que nous dit Gide ici, c'est que le dynamisme consiste à ne jamais demeurer et que le mouvement suppose de toujours déménager. En ce sens, la figure absolue du monde contemporain, et ici je ne voudrais surtout pas faire une excursion sur le terrain politique, mais pourtant ceci fait écho bien sûr à nos débats d'aujourd'hui, la figure absolue du monde contemporain, c'est peut-être justement dans le monde de la mondialisation, la figure du migrant, celui qui est en déplacement permanent. Et celui qui n'est pas en déplacement, c'est celui que le philosophe Olivier Rey oppose au migrant, c'est-à-dire la figure du manant. Le manant, du latin manere, celui qui demeure sur sa terre, celui-là, encore une fois, est peut-être le demeuré d'aujourd'hui. Au fond, tout se passe comme si la société contemporaine avait pour obsession d'opposer les vieilles pierres aux jeunes pousses, d'opposer la vitalité de l'avenir à la stabilité du passé. Et peut-être pour quitter le caractère un peu élevé de la littérature gidienne, peut-être avez-vous entendu ce mot lâché comme une espèce de symptôme de l'inconscient collectif par un éditorialiste et journaliste connu sur un plateau de télévision il y a de cela quelques jours. « Si j'étais président de la République, disait Jean-Michel Apathy, ma première décision serait, disait Jean-Michel Apathy, de raser le château de Versailles. » De raser le château de Versailles pour qu'on n'y vienne plus en pèlerinage admirer la grandeur de la France. Et ceci, encore une fois, au nom d'une politique de l'avenir, parce que l'avenir suppose qu'on se défasse enfin de cette pesanteur du passé. C'est du moins peut-être, encore une fois, ce pli intellectuel qu'on appelle la modernité. Et en disant cela, M. Apathy n'est pas spécifiquement coupable, il ne fait qu'exprimer peut-être quelque chose qui nous renvoie dans notre inconscient collectif à une forme de tension, à une forme d'opposition dont nous sommes, paradoxalement d'ailleurs, les héritiers. Alors au fond, peut-être pour commencer, je voudrais méditer brièvement avec vous sur cette crise de la transmission que nous sommes en train de vivre. Cette crise de la transmission, j'ai commencé à y réfléchir comme jeune enseignant quand j'ai vécu une expérience, une double expérience à la fois passionnante et traumatique, l'expérience de la rencontre avec la réalité de la crise éducative dans notre pays, de cette rencontre avec la crise du patrimoine immatériel que constitue notre culture, puisque j'ai commencé à enseigner comme beaucoup de jeunes enseignants dans des lieux défavorisés, dans des classes de zones urbaines sensibles, où j'ai rencontré des élèves aussi intelligents, bien sûr, aussi généreux, aussi inventifs, aussi talentueux que toutes les générations qui les avaient précédés, évidemment, mais des élèves qui pourtant parvenaient en terminale en ayant beaucoup de mal à déchiffrer la langue française, alors qu'ils avaient fait la totalité de leurs études en France. Nous le savons, et c'est une chance d'ailleurs, que dans le débat contemporain, au moins, la réalité du constat soit très largement partagée. Nous savons que notre pays traverse une crise très profonde dans la transmission des éléments les plus fondamentaux de sa culture, et notamment de cet élément parmi les plus fondamentaux qu'est la langue. Aujourd'hui, nous avons un jeune Français sur 5 à sa majorité qui, d'après la statistique officielle, doit être considéré comme en situation d'illettrisme total ou partiel, c'est-à-dire dans une situation extraordinairement conflictuelle à sa propre langue nationale. Et puis, j'ai rencontré, en même temps que cette expérience de la réalité de la crise éducative que nous traversons ensemble, j'ai rencontré l'expérience merveilleuse de ma formation d'enseignant, expérience douloureuse aussi. J'ai rencontré dans cette formation un discours parfaitement cohérent, concerté, explicite, assumé. Ce discours qui a structuré notre formation consistait à dire « Vous êtes enseignant, vous ne devez surtout pas transmettre un savoir, vous ne devez surtout pas transmettre des connaissances. » Pourquoi ? Parce que transmettre, c'est nécessairement, nous expliquait-on, aliéner la liberté de celui qui vient à nous. Transmettre, c'est nécessairement empêcher l'enfant qui vient de construire par lui-même ses propres représentations du monde. Si vous transmettez des connaissances, ça veut dire que vous savez des choses que vos élèves ne savent pas. Donc, nous disait-on, vous les méprisez, vous les insultez, vous les traitez d'ignorants, vous les enfermez dans la posture de récepteur passif, n'est-ce pas ? Alors, pour le dire autrement, la situation que notre formation d'enseignants aurait voulu déconstruire, c'est en quelque sorte exactement celle que nous sommes en train de vivre. Ça n'est pas tout à fait de ma faute, Monsieur le Président, mais enfin les choses sont ainsi. Je suis ici, je vous parle, vous écoutez. Je suis d'ailleurs sur une estrade, institution barbare que l'on a heureusement retirée de nos salles de classe. J'ai un micro et vous n'en avez pas. Et vous êtes par conséquent désormais condamné à subir le supposé savoir que je vais faire descendre vers vous pendant les 40 minutes qui viennent. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander pardon pour toute cette violence symbolique que je vais vous infliger ce soir, dont j'espère que vous n'allez pas sortir traumatisé.
Surtout donc ne pas transmettre un savoir. Ne pas transmettre un savoir, non pas parce qu'il faudrait être défaitiste, non pas parce qu'il faudrait déserter le terrain éducatif, non pas par lâcheté ou par médiocrité, mais je crois que c'est dans une forme d'authentique générosité que nous avons préféré ne pas encombrer nos enfants de toutes ces vieilleries du passé dont nous avions hérité. C'est en tous les cas ainsi que s'est présentée à nous la réalité du projet pédagogique que l'on nous proposait de partager, je devrais dire plutôt que l'on nous imposait de partager, parce que ce discours était extraordinairement démocratique quand il s'agissait des élèves, il était bien plus coercitif quand il s'agissait des enseignants. Donc, ne pas transmettre un savoir. Au fond, ce qui nous a fascinés collectivement, et encore une fois, je crois que nous vivons ici la crise que constitue la fin de la modernité ou la post-modernité, ce qui nous a fascinés collectivement, c'est une espèce d'utopie que je résumerai dans le concept décisif pour comprendre le monde contemporain, je crois, le concept d'immédiateté. Nous avons eu la certitude qu'au fond, l'homme était, que l'enfant était, que l'élève était immédiatement libre, immédiatement créatif, immédiatement capable de s'exprimer, de construire, de créer et de comprendre le monde, immédiatement capable d'habiter le monde dans lequel il était né. Et c'est cette fascination pour l'immédiateté qui nous a fait penser la médiation comme une sorte d'artifice coupable, comme un chemin de perturbation pour la nature originelle qui sommeille en chaque enfant. Nous avons pensé que, au fond, ce qui consistait notre devoir décisif d'adulte, notre devoir décisif d'enseignant, notre devoir de parents et de grands-parents, c'était de ne pas s'imposer à ceux qui allaient nous suivre et donc de ne pas transmettre ce que nous avions reçu. Et cette crise de la transmission, nous avons l'habitude d'en accuser l'école ou de reprocher à l'école d'avoir failli à sa mission. Et même parfois, de façon plus facile encore, nous avons coutume d'accuser un petit groupe de personnes à l'intérieur de l'école, qu'on appellera les pédagogistes, d'avoir défendu un discours et presque d'avoir pris en otage une institution tout entière en empêchant l'éducation nationale de remplir sa mission. Mais si on veut bien y regarder de plus près, on verra que cette vision, elle nous habite tous, qu'elle a traversé notre inconscient collectif, et que c'est collectivement que nous avons partagé l'idée que le passé était toujours, au fond, un peu dépassé, et que l'avenir devait se faire par l'abandon du passé. Et je crois profondément que cette crise éducative a traversé tous les lieux où se vivait jusque-là l'éducation, qu'elle a traversé l'école, bien sûr, mais aussi la famille, les foyers, et tous les lieux où se transmettait dans la société quelque chose d'une génération à une autre. La transmission avait sans doute eu quelque chose d'évident, de naturel, et ce pendant très longtemps, et soudainement s'est installé dans nos esprits ce scrupule, cette inquiétude, cette incertitude latente. Quand je dis à un enfant ce que je crois être vrai ou faux, quand je dis à un enfant ce que je crois être bon ou mauvais, ce que je crois être juste ou injuste, ce que je crois être beau ou laid, est-ce que je ne suis pas en train de le priver au moins un peu de sa propre liberté, de sa propre spontanéité ? Est-ce que je ne suis pas en train d'envahir de façon abusive ses propres représentations du monde ? Est-ce que l'autorité du passé et l'autorité de l'expérience n'est pas toujours un pouvoir qui resterait en quelque sorte, au fond, un abus de pouvoir ? Et d'une génération à une autre, non pas que les enfants ou les petits-enfants aient refusé de recevoir, mais d'une génération à une autre, nous nous sommes mis à croire qu'il était meilleur pour eux que nous ne leur transmettions pas, que nous ne leur transmettions pas trop, que nous gardions pour nous ce qui peut-être avait été dans le passé dont nous avions hérité, perçu ou perceptible comme trop pesant pour eux. Et de ce point de vue-là, évidemment, il n'est pas du tout anecdotique que nous ayons souhaité ne plus demeurer, que nous ayons souhaité ne plus porter les contraintes de la demeure historique au sens le plus fort du terme. De cette modernité, nous voyons au fond le point de départ dans le travail fabuleux, le travail passionnant, le travail décisif de René Descartes. De Descartes, nous pouvons donner une forme de transposition architecturale qui vous parlera sans doute. Descartes, vous vous souvenez tous d'au moins une petite citation. Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Cette petite citation, pour la comprendre, il faut revenir sur l'itinéraire intellectuel de Descartes lui-même. Et l'itinéraire intellectuel de Descartes, c'est celle, au fond, d'un héritier déçu. Descartes dit « Quand j'ai été un enfant, j'étais le meilleur élève de mon école et j'étais dans l'une des meilleures écoles de l'Europe. » Et comme c'est en Europe qu'on faisait à l'époque les seules écoles sous leur forme actuelle du monde, Descartes nous dit en substance « Quand j'étais enfant, j'étais le meilleur élève du monde. »
Ça n'est pas tellement de l'orgueil de sa part, c'est plutôt une forme d'aveu. Quand j'étais enfant, j'ai fait les meilleures études qu'on puisse rêver, les meilleures études qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire, j'ai reçu l'héritage le plus complet, le plus achevé, le plus abouti, le plus parfait qu'un enfant puisse rêver. Et pourtant, à la fin de tout ce cours d'études, au terme duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte, je cite Descartes, à la fin de tout ce cours d'études, au terme duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte, je me rendis compte que je n'avais pas fait un pas pour sortir de mon ignorance, sinon que j'avais l'esprit désormais embrumé d'une quantité de doutes et d'erreurs. Je finis ce parcours d'études, je passe tous mes diplômes, et à la fin de tout ce parcours, je me pose cette question vertigineuse. De tout ce que j'ai appris à l'école, au collège, au lycée, de tout ce que nous avons appris dans notre parcours scolaire, de tout ce que nous avons appris de notre famille, de nos enseignants, de ceux qui nous ont précédés, de quoi sommes-nous vraiment certains ? Au fond, dit Descartes, il n'est rien de si absurde. Il suffit d'avoir voyagé pour savoir qu'il n'est rien de si absurde qu'il n'ait été un jour enseigné dans quelque école. Dans toutes les écoles du monde, on a parfois enseigné des choses fausses et tous les parents du monde ont parfois enseigné des choses fausses. Qu'est-ce qui me garantit à moi que ce que j'ai appris de mes propres parents ou de mes enseignants était parfaitement, absolument vrai ? De quoi suis-je vraiment certain ? Et surtout, question encore plus vertigineuse, de tout ce que j'ai reçu de ceux qui me précèdent, de tout ce qui fait aujourd'hui le regard que je porte sur le monde, de tout ce qui fait aujourd'hui l'idée que je me fais du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du vrai et du faux, du beau et du laid. Qu'est-ce qui vient vraiment de moi dans tout ça ? De quoi suis-je vraiment l'auteur dans toutes les conceptions que j'ai du monde autour de moi ? De quoi suis-je vraiment l'auteur ? Au fond, donc, dit Descartes, la catastrophe absolue, c'est que nous sommes des héritiers. La catastrophe absolue, pour Descartes, c'est que nous avons tous été des enfants. Ça veut dire que nous avons commencé notre vie par une espèce de période étrange, de période, on pourrait dire, de fragilité intellectuelle temporaire, qui nous a contraints à recevoir ce qui venait du passé sans aucune capacité, au fond, de nous en défaire. Nous avons tous été des enfants. Et pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et la formule est magnifique, pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, dit Descartes, et qu'il nous a fallu rester longtemps sous la suggestion de nos parents et de nos précepteurs, lesquels étant souvent contraires les uns aux autres ne nous étaient pas toujours favorables, il est impossible que nous ayons l'esprit si droit ni si sûr que nous l'aurions eu si nous étions nés adultes dès le point de notre naissance. Au fond, le rêve de l'homme cartésien, ça aurait été de naître immédiatement adulte et de commencer sa vie à zéro, de commencer sa vie d'adulte à partir de rien. En fait, la catastrophe absolue, c'est que nous sommes tous des héritiers. Et pour reprendre cette métaphore architecturale qui était familière à Descartes, de quoi sommes-nous les héritiers ? Nous héritons de la vieille maison de famille. Nous héritons de la demeure historique. Et là, je sais que ça va beaucoup vous parler, n'est-ce pas ? Et c'est ça la catastrophe absolue. Qu'est-ce qui se passe quand on hérite de la vieille demeure historique ? C'est que quand vous mettez le premier pied dedans, dans la vieille maison historique, elle manque pas de charme, c'est vrai, mais enfin bon, on ne sait pas trop quand elle a été construite. Chaque génération y a ajouté son petit bout, ce qui fait que le résultat est tout à fait dépareillé, et surtout dans la vieille demeure historique. Il y a des tuiles dans les escaliers, l'électricité, quand elle existe, n'est plus du tout aux normes, et quand vous montez à l'étage, vous ne savez jamais quelle marche va vous craquer sous les pieds. Alors vous avez deux solutions en fait. Soit vous êtes un homme de la tradition, et je pense que c'est plutôt à vous que je parle ici, soit vous êtes un homme de la tradition et vous regardez la vieille maison de famille et vous dites « bon, ça va pas être facile, mais quand même, elle a du charme, la vieille maison de famille, et surtout, c'est la maison de famille. C'est la vieille demeure historique. De ma famille, ou bien de cette famille plus grande qui s'appelle la société, c'est une maison dont j'hérite, une maison dont je suis héritier. Alors je vais faire comme papa et comme grand-père avant moi, je vais engloutir toutes mes économies et je vais refaire le toit à mon tour, une fois de plus, et je vais refaire l'électricité et tenter de revisser quelques planches dans l'escalier pour être sûr qu'aucune marche ne me craque sous les pas. Soit vous êtes un cartésien, un homme de la modernité, et dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. Vous regardez la maison et vous dites, on va recommencer à zéro. On commence par tout raser, monsieur Apathie. Vous voyez, ça vient pas de nulle part, Je vais raser la maison de famille et je recommence à partir de rien. Et là, au moins, je serai sûr de ce que j'aurai construit. Les fondations seront certaines. Et là, surtout, ce sera vraiment ma maison, parce que je l'aurai faite à partir de mon projet, et que ce projet s'ajustera exactement à mes propres besoins. On se plaint souvent que les jeunes générations ne vont plus dans les salles de vente pour acheter du mobilier ancien. Ils vont acheter du mobilier fonctionnel, découpé sur mesure, dans des usines industrielles. Au moins, ça rentre dans les cases, ça correspond à un projet. Au moins, c'est utile, voyez-vous.
plutôt que la vieille armoire normande ou le vieux meuble branlant dont on ne sait jamais exactement comment réparer le tiroir. Au moins, vous voyez, vous achetez un meuble Ikea, s'il ne marche plus, vous le changez. Au moins, ça correspond exactement à ce dont moi-même j'ai besoin. Commencer à partir de rien. Et c'est exactement ce que fait Descartes dans cette aventure intellectuelle absolument extraordinaire qui s'appelle les méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques, Descartes dit, voilà, j'ai 40 ans, j'ai touché à tout, j'ai roulé ma bosse, je me suis intéressé à plein de choses, mais maintenant j'entreprends de faire une chose incroyable, je recommence à partir de rien. C'est ça le moment où on rase et où on recommence pour de vrai. Et je vais commencer par faire le tri, dit Descartes, je vais commencer par faire le tri dans toutes mes opinions, et tout ce dont je ne puis pas être par moi-même absolument certain, je le considère désormais comme totalement faux, et je l'écarte de mon esprit. Et à la fin, il ne reste presque plus rien. En fait, il ne reste plus rien, sauf une seule chose, une seule certitude radicale, c'est que je pense, moi je pense, et donc je suis. La modernité commence avec ce cogito ergo sum, je pense et donc je suis. Et même elle commence avec un ego cogito ergo sum, moi je pense et donc je suis. Et après, dans les méditations qui suivent, Descartes reconstruit tout. Il reconstruit tout le système des savoirs. On a souvent gardé de Descartes que le doute cartésien. Mais en fait, Descartes est un grand philosophe dogmatique. Descartes reconstruit la certitude des mathématiques, de la géométrie, la certitude de la physique, la certitude de la théologie même, la certitude de la médecine. Il reconstruit la totalité du système des savoirs. Mais cette fois-ci, le fondement absolu du savoir n'est plus ce que nous avons reçu, c'est ce que nous avons construit. Ce que nous avons construit par nous-mêmes, ce que l'individu peut avoir construit tout seul et ce dont il peut rendre témoignage à lui-même devant sa propre certitude. Ego cogito ergo sum. Toute la crise de la transmission est là. Et vous voyez, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, c'est très mystérieux au fond, que ce soit dans la pensée que se joue le destin de nos maisons, de nos demeures, de nos bâtisses et de nos pierres, mais il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. L'abandon majeur du patrimoine, c'est-à-dire de l'héritage, cette espèce de désaffection pour ce qui nous vient de loin, cette désaffection au fond qui s'est cristallisée dans les dernières décennies de l'histoire de notre pays, elle nous vient en réalité du mouvement même qu'on appelle la modernité et qui a porté ses fruits jusqu'à constituer une rupture définitive avec cet héritage dont nous étions les héritiers. Une rupture définitive pour ce qui concerne notre époque, mais peut-être ne l'est-elle pas. Il faut rêver qu'elle ne le soit pas, il faut espérer qu'elle ne le soit pas, et je voudrais tenter de montrer pourquoi nous devons espérer qu'elle ne le soit pas. Car de fait, le monde contemporain, je le disais, est fasciné par cette immédiateté absolue dans laquelle nous croyons que s'accomplit l'humain. Or, cette fascination contemporaine pour l'immédiateté repose sur une erreur majeure. Et je crois qu'elle repose en particulier, en fait, sur un oubli majeur, sur l'oubli de ce que j'appellerais humblement, si vous voulez, ce grand mystère qui traverse l'expérience humaine, le mystère de la médiation. Le fait qu'au fond, il n'est rien dans le monde qui soit immédiatement humain, et qu'il n'est rien dans l'homme lui-même qui soit immédiatement humain. De fait, seul ce qui est construit constitue l'occasion de rendre le monde humain. Et je ne voudrais pas ici m'étendre trop longtemps sur la question de la culture dans sa généralité, parce que c'est toujours une forme de facilité intellectuelle de répéter ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire ou ce qu'on a déjà eu l'occasion d'écrire. Puisque nous sommes ici autour de la demeure historique, je voudrais m'arrêter peut-être singulièrement sur cette construction singulière qu'est l'architecture de la demeure qui seule rend le monde humain. Pourquoi la demeure constitue-t-elle l'occasion pour nous d'habiter le monde ? D'abord, la culture se manifeste toujours dans le monde par ce qui vient en plus, par ce qui vient en trop, et pour le dire autrement, par ce qui ne sert à rien. Dire que l'homme est par nature un être de médiation, c'est dire que l'homme est par nature un être de distance avec l'immédiateté de la nature. L'immédiateté de la nature traverse la totalité du monde vivant, du monde végétal et du monde animal. Le monde végétal et le monde animal sont marqués par l'immédiateté du besoin. Et au fond, c'est ce qui nous distingue sans doute. Pardonnez-moi d'être beaucoup trop rapide sur ce point, il faudrait beaucoup de temps, notamment pour parler de l'animal qui en philosophie est une question fascinante. Mais peut-être c'est ce qui nous distingue précisément de l'animal, c'est ce qui fait la singularité étonnante, mystérieuse et miraculeuse de l'homme, qu'il n'est justement pas enfermé dans le cycle du besoin.
Nous ne cherchons pas seulement dans une demeure, nous ne cherchons pas seulement à nous abriter. Nous voulons habiter le monde. Et habiter le monde, c'est toujours plus que s'abriter. L'homme est un animal auquel les grottes ne suffisent pas. Il ne suffit pas pour lui de s'abriter des intempéries. Et dans n'importe quelle maison, il y a bien plus qu'une fonction. D'où le caractère toujours un peu barbare, un peu inhumain, de ces logements qui ne sont plus des maisons, de ces espaces à vivre qui n'ont plus d'autre raison d'être que leur pure et simple fonction. La vérité, c'est que l'homme ne se contente pas d'être enfermé dans des cases, d'être enfermé dans des cages, quand bien même elles le protègent des intempéries extérieures. Nous avons besoin d'habiter. Et dans notre façon d'habiter le monde, nous avons besoin de quelque chose de plus que d'une simple utilité, que d'une seule fonctionnalité. Je suppose que vous qui êtes ici, vous êtes ici parce que vous dépensez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on en a parlé cet après-midi aussi, sans doute beaucoup d'argent pour entretenir des demeures. Et j'imagine que l'objection qui vous est faite le plus souvent, c'est que ça ne sert à rien. Et c'est peut-être une objection que vous faites à vous-même. Eh bien, c'est vrai, ça ne sert à rien. C'est parfaitement inutile. Vous n'en avez aucun besoin. De ces charpentes et de ces poutres, de ces décors extraordinaires, de ces manières tout à fait subtiles de construire qui ont été le propre des régions, le propre des siècles différents de chacune de vos maisons, nous pouvons dire au fond que tout cela ne sert à rien. J'ai eu la joie surprenante de retrouver ici l'un de mes oncles propres qui a restauré pendant des années, il est parti, alors je peux le dire sans le faire rougir, avec une énergie incroyable, une petite chapelle en Mayenne, une petite chapelle recouverte de fresques médiévales. À quoi ça servait de restaurer cette petite chapelle ? Eh bien, ça ne servait à rien. Et c'est pour ça que c'est essentiel, c'est pour ça que c'est nécessaire, c'est pour ça que c'est indispensable, parce que rien n'est plus essentiel à l'homme, au fond, que cette expérience de la gratuité, que ce soin apporté à ce qui ne sert à rien. Ne se préoccuper que de ce qui est seulement utile, c'est au fond ravaler l'homme à la simple animalité. Non qu'il y ait là quelque chose comme une forme d'indignité, mais il y a toujours là quelque chose comme une forme d'inhumanité. Il y a quelque chose d'inhumain dans un monde où on construit pour le besoin et seulement pour le besoin. Et les demeures que vous soignez dans leur gratuité apparente sont en fait essentielles parce qu'elles construisent dans le monde et dans l'espace où nous vivons le signe, le symptôme, la manifestation visible de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est cet être étonnant qui s'arrache au cycle éternel du besoin. Le deuxième élément, du coup, qui me paraît décisif dans le fait que la demeure historique puisse rendre le monde humain, c'est que la demeure historique contribue à construire des repères communs. Et au fond, nous le savons bien, et il a été question tout à l'heure avec Matthias Feckel de la question du tourisme, nous le savons bien, chacune de vos demeures, chacune de vos maisons marque un paysage. Chacune de vos demeures, chacune de vos maisons, mystérieusement, habite un lieu à son tour. Elle rayonne dans le lieu où elle a été construite. Et on pourrait dire que les maisons, les demeures qui sont les signes du passé, que ceux qui nous ont précédés ont habité avant nous, contribuent à construire des repères communs dans notre espace partagé. Or, nous ne pouvons pas vivre ensemble sans avoir ces repères communs. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans avoir des lieux communs. Et là encore, vouloir raser le patrimoine, vouloir raser Versailles, vouloir raser l'histoire, c'est en fait vouloir porter atteinte à ce qui crée du commun, à ce qui crée le lien qui nous rattache aux autres. Ce lien n'est pas né avec nous. Ce lien, il est né avec ceux qui nous ont précédés, et les repères communs que nous avons ont toujours partie liée avec les pères qui nous ont précédés, avec les mères qui ont fondé dans leur maternité l'humanité qui nous relie. Et précisément, c'est la trace de ces pères, ce sont ces repères dans l'espace qui font le lien qui nous relie. Et de ce point de vue-là, on peut dire que toute demeure historique appartient toujours à plus que son propriétaire. Et vous en êtes bien conscient, car ce n'est pas pour vous-même que vous mettez tant d'efforts à soigner ces demeures dont vous êtes les héritiers. N'importe quelle demeure historique appartient à plus que celui qui la possède.
De ce point de vue-là, on peut dire donc que la demeure historique contribue à rendre le monde humain et qu'elle participe de cette nécessité de la médiation que j'évoquais à l'instant. De cette médiation qui, nous l'avons évoqué tout à l'heure, est toujours un défi devant nous. Médiation matérielle qui joue dans la transmission du patrimoine, mais médiation immatérielle aussi, qui joue dans la transmission du patrimoine immatériel. L'homme est un être de médiation. Et la façon dont il construit constitue aussi pour lui des manières d'habiter le monde et de regarder au fond le monde autour de lui. La manière dont nous construisons dit quelque chose de notre rapport au monde. Mais il faut déjà avoir des yeux pour voir la manière dont nous avons construit et pour se laisser enseigner par ce que d'autres que nous ont pu construire avant nous. Et il me semble qu'ici, votre travail et le mien, si vous me le permettez, ont de ce fait partie liée. Votre travail et le mien, le travail du bâtisseur, le travail du transmetteur du patrimoine matériel et le travail de l'enseignant, de l'éducateur, le travail du transmetteur du patrimoine immatériel. L'homme est par nature un être de médiation. Dire que l'homme est par nature un être de médiation, dire qu'il n'est rien dans le monde qui soit humain et qui ne soit pas en même temps le produit d'une médiation, c'est dire que de façon immédiate, rien en nous n'est accompli, que rien en nous n'est achevé, que rien en nous n'est possible, qu'aucune faculté ne se développe, pour le dire autrement, dans une forme d'immédiateté. Et ceci est vrai de nos facultés les plus naturelles. Quand nous étions petits bébés, nous étions capables de penser, bien sûr. Nos parents n'ont pas produit en nous la faculté de penser. Si nous n'avions pas possédé la faculté de penser, et que nos parents l'avaient produite en nous, ils l'auraient donnée aussi, je ne sais pas, aux petits nounours en peluche qui nous servaient de doudou ou à la table du salon. Non, non. Nos parents ne nous ont pas rendus capables de penser au sens où ils auraient produit en nous une faculté qui n'aurait pas été en nous de façon, au fond, naturelle. Nous étions naturellement capables de penser. Et pourtant, nous n'aurions jamais commencé à penser si nos parents ne nous avaient pas transmis un patrimoine immatériel indispensable pour commencer à parler et même indispensable pour commencer à penser, ce patrimoine qu'est la langue. Nous n'aurions jamais pensé sans les mots. Et voilà quelque chose de merveilleux. Vous voyez, voilà ce que je voudrais désigner par cette expression toute simple et encore une fois très humble du mystère de la médiation qui dit quelque chose de décisif de l'expérience de chacune de nos vies. C'est que nos facultés les plus naturelles et les plus personnelles ne s'accomplissent jamais que par la médiation de ce que nous recevons des autres. Nous n'aurions jamais commencé à penser sans les mots qui nous ont été transmis. Nous n'aurions même jamais commencé à voir le monde autour de nous sans les mots qui nous ont été transmis. Chacun d'entre nous ici, dans sa profession, dans son domaine de spécialité, a pu recevoir une culture, une tradition, un héritage particulier. Et dans cet héritage particulier, par exemple, un vocabulaire spécifique. Chaque spécialité a son vocabulaire. La médecine, par exemple, a son vocabulaire. Les médecins apprennent le nom de tous les os du corps, par exemple. Pourquoi faut-il, quand on est médecin, apprendre le nom de tous les os du corps ? Parce que avec le nom de ces os que vous apprenez un à un, vous apprenez à reconnaître dans n'importe quel corps humain une infinité de détails que le profane ne sait pas voir. Un médecin spécialiste de la main voit dans une main bien plus de choses que moi-même je ne puis voir dans une main. Et pourtant, nous avons les mêmes yeux. Nous avons les mêmes yeux, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Pour le dire autrement, c'est toujours dans les mots que nous voyons le monde autour de nous. C'est toujours dans la culture que nous pouvons voir l'infinité des nuances que le monde extérieur nous présente. Nous ne voyons rien sans culture. Et sans cette médiation du patrimoine, sans cette médiation de l'héritage, rien de ce qui est naturel en nous ne peut s'accomplir vraiment. Même nos facultés les plus naturelles, j'allais dire les plus organiques, comme nos sens par exemple, même nos facultés les plus organiques ne sont pas accomplies sans la culture qui nécessairement constitue le chemin entre nous et notre propre accomplissement. Et c'est la raison pour laquelle nos métiers, c'est la raison pour laquelle nos travaux, c'est la raison pour laquelle nos engagements ont forcément partie liée. Parce que je suis sûr, vous l'avez déjà observé avec une forme d'inquiétude, les enfants de notre époque, ceux qui font partie précisément de cette génération déshéritée par la crise de notre école, pour beaucoup d'entre eux, ne voient plus rien dans notre patrimoine matériel. Ne voient plus ce qu'ils pourraient voir dans notre patrimoine architectural, dans notre patrimoine urbain, dans notre patrimoine artistique. Qu'est-ce qu'un collégien de banlieue défavorisée qui a été privé de la culture que nous aurions pu lui transmettre? Qu'est-ce qu'il peut voir dans une cathédrale? Qu'est-ce qu'il peut voir dans une église? Qu'est-ce qu'il peut voir dans un château? Qu'est-ce qu'il peut voir dans un musée?
Quand j'ai commencé à enseigner en zone urbaine sensible, il fallait faire des journées citoyennes. Et mon premier acte dans la journée citoyenne que j'ai été chargé d'organiser a été d'emmener mes élèves visiter le château de Versailles. Ils étaient pourtant en banlieue parisienne, ils n'avaient jamais visité le château de Versailles. Je suis ressorti effondré, j'avoue. Parce qu'ils ont traversé le château de Versailles à toute vitesse avec la seule ambition de faire un selfie dans la galerie des glaces. Et j'avais le sentiment un peu déprimé, un peu déprimant, qu'ils ne voyaient pas les splendeurs autour d'eux. Tout était splendide et tout était magnifique. Et pourtant, cette splendeur, peut-être, ne leur apparaissait pas. Non pas parce qu'ils n'avaient pas Dieu, non pas parce qu'ils n'étaient pas aussi intelligents, aussi sensibles que j'aurais pu l'être avec eux, mais parce qu'ils n'avaient pas reçu cette nécessaire culture indispensable pour voir ce qui pourtant apparaissait comme une évidence autour de nous. Et donc, le mystère de la médiation fait que, d'une certaine façon, nous avons besoin des pierres pour voir le monde autour de nous, et nous avons besoin de la culture pour voir les pierres autour de nous et pour comprendre leur sens, pour comprendre leur signification. Et c'est la raison pour laquelle les expériences qui nous ont été proposées tout à l'heure et qui disent quelques chemins pédagogiques pour faire venir les jeunes et pour faire la pédagogie de ce patrimoine que vous entretenez, ces expériences sont si belles, si fécondes et si nécessaires en même temps. Parce que, au fond, dans ce patrimoine que nous rencontrons, dans ce patrimoine que les jeunes peuvent rencontrer, il y a toujours aujourd'hui la condition pour qu'ils puissent se connaître eux-mêmes, pour qu'ils puissent se reconnaître eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement décisif et tellement essentiel de leur donner l'occasion de se reconnaître dans quelque chose qui les précède. De leur donner l'occasion, comme nous en avons eu chacun d'entre nous l'expérience, de se reconnaître eux-mêmes dans quelque chose qui les dépasse. Dire que l'homme est par nature un être de médiation, dire que l'homme est par nature un être de culture, dire que l'homme ne s'accomplit que dans la culture qui le précède et qui constitue pour lui le chemin vers l'accomplissement de sa propre nature, c'est dire que l'homme ne se rencontre que par le chemin de ce qui le précède. C'est dire que l'homme ne se connaît que par le moyen de ce qui le dépasse, de cette culture qui nous dépasse, parce qu'aucun de nous ne l'a faite, aucun de nous n'en est l'auteur. Et c'est l'expérience que vous faites en recevant ces demeures, et en tentant de les conserver parce que vous savez qu'elles peuvent être, dans leur fécondité, le signe de ce passé qui constitue le chemin vers l'avenir de ceux qui suivront notre propre travail et notre propre transmission. L'homme se rencontre toujours dans quelque chose de plus grand que lui. Alors pardonnez-moi, je vais m'aider de la technologie numérique parce que j'ai en fait oublié le texte que j'avais préparé pour vous, donc je suis en train de le réimproviser devant vous, mais je voulais vous lire ce texte de Saint-Exupéry magnifique, ce texte qui parle aussi de la demeure historique et qui s'appelle « Citadelle ». Et au fond, chaque demeure historique a toujours quelque chose de cette citadelle au sens de Saint-Exupéry. Au fond, Saint-Exupéry a tout dit de la façon dont la folie contemporaine pouvait dénigrer la citadelle au nom de son inutilité, et de la façon dont pourtant cette inutilité, cette gratuité de la citadelle, qui fait que justement la demeure toujours nous dépasse, faisait de cette demeure l'occasion pour chacun d'entre nous de nous rencontrer nous-mêmes. « J'ai imposé, écrit Saint-Exupéry, j'ai imposé ma loi qui est comme la forme des murs et l'arrangement de ma demeure. L'insensé est venu me dire, délivre-nous de tes contraintes, alors nous deviendrons plus grands. Mais je savais qu'ils y perdraient d'abord la connaissance d'un visage, et de ne plus l'aimer, la connaissance d'eux-mêmes, et j'ai décidé, malgré eux, de les enrichir de leur amour. Car ils me proposaient, pour s'y promener plus à l'aise, de jeter bas les murs du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens. En fait, je crois que je vais envoyer ça à Jean-Michel Apathy. Ils me proposaient, pour s'y promener plus à l'aise, de jeter bas les murs du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens. J'entends la voix de l'insensé. Que de places dilapidées, que de richesses inexploitées, que de commodités perdues par négligence. Il faut démolir ces murs inutiles et niveler ces grands escaliers qui compliquent la marche. Alors l'homme sera libre. Et moi je réponds, alors les hommes deviendront bétail de places publiques et de peur de tant s'ennuyer inventeront des jeux stupides qui seront encore régis par des règles, mais par des règles sans grandeur. Car le palais peut favoriser des poèmes, mais quel poème écrire sur la bêtise des dés qu'on lance ? Longtemps peut-être encore ils vivront de l'ombre des murs, dont les poèmes leur porteront la nostalgie, puis l'ombre elle-même s'effacera, et ils ne comprendront plus. Et de quoi désormais se réjouiraient-ils ?
Ainsi de l'homme perdu dans une semaine sans jour ou une année sans fête qui ne montre point de visage. Ainsi de l'homme sans grandeur et qui jalouse son voisin si en quelque chose celui-ci le dépasse et s'emploie à le ramener à sa mesure. Quelle joie tireront-ils encore de la mare étale qu'ils constitueront? La contrainte de ma demeure est cérémoniale de l'amour. Il faudrait des heures pour commenter ce texte absolument magnifique. Et c'est Saint-Exupéry qu'il faut applaudir, c'est pas moi, bien sûr. Ce texte est splendide. Il fait partie de ces textes qu'on voudrait commenter pendant des heures et en même temps devant lesquels il faudrait se taire et s'arrêter ici, bien sûr. Au fond, ce que dit ce texte, c'est qu'on se reconnaît toujours dans ce qui est plus grand que nous, qu'on se reconnaît toujours dans quelque chose qui nous dépasse. Et bien sûr, les demeures que nous recevons de ceux qui nous ont précédés ont toujours quelque chose qui nous dépasse, toujours quelque chose de trop grand, toujours quelque chose de trop lourd, toujours quelque chose d'inutile au fond, encore une fois, et de gratuit dans ce qu'elles ont de superflu. Mais c'est précisément pour cette raison que nous pouvons nous reconnaître en elles, que nous pouvons nous connaître en elles dans ce que nous sommes vraiment. Apprenez, dit Pascal, que l'homme passe infiniment l'homme, et que c'est donc en se dépassant que l'homme se rencontre toujours. Rencontrer quelque chose qui nous dépasse, c'est rencontrer quelque chose qui nous révèle à nous-mêmes. Et c'est aussi, d'une certaine façon d'ailleurs, rencontrer quelque chose qui nous transforme. Et là, pour le coup, je peux m'en faire le témoin. Après cette première visite à Versailles qui avait été un échec, j'en ai organisé une deuxième. Et cette fois-ci, je l'ai préparée. Je l'ai préparée avec les élèves parce que j'avais compris que rien en nous n'est immédiat, même pas la capacité d'admiration, d'émerveillement, de connaissance et de reconnaissance. Et quand on retourne voir Versailles avec des élèves qu'on a préparés, alors cette grandeur du palais qu'ils rencontrent, dans lequel tous les pas ont un sens, cette grandeur-là les transforme. Parce que quelque chose nous transforme dans la rencontre avec ce passé qui est toujours plus grand que nous, avec ce passé qui nous dépasse. C'est l'émotion de Rilke dans ce poème où il évoque l'émotion qu'il ressent, le sentiment de vertige qu'il éprouve en contemplant le torse d'Apollon au milieu des ruines grecques. Il n'existe point là, écrit Rilke, et peut-être beaucoup de demeures historiques nous invitent à la même expérience. Il n'existe point là d'endroit qui ne te voit, il faut changer ta vie. Au fond, devant ce qu'il y a de grand dans le passé, nous sommes toujours conduits à ce qu'il y a de grand aussi en nous, et nous sommes toujours conduits à s'ajuster, à nous ajuster nous-mêmes à ce qui nous a précédés pour y rencontrer ce qu'il y a de plus élevé dans notre propre expérience. Vous le voyez, profondément, je crois que la culture demeure toujours la condition pour fonder l'avenir, vraiment. Et d'une certaine façon, reprendre conscience de ce mystère de la médiation, c'est reprendre conscience précisément de la nécessité de recevoir de ce qui nous précède le chemin vers notre propre avenir. Nous avons coutume d'opposer, je le disais en commençant, le dynamisme et l'innovation à ce qui vient du passé, ce qui vient de la tradition. Et pourtant, quelle aberration, quelle absurdité. Je le vois évidemment dans les débats contemporains, dans les débats éducatifs en particulier. On nous explique par exemple que la transmission des savoirs fondamentaux, que la transmission des œuvres plurimillénaires de notre histoire, de notre culture, a quelque chose d'encombrant qui empêchera nos élèves de faire l'expérience authentique de leur propre créativité. On nous explique par exemple qu'il faudrait remplacer, et ceci encore une fois n'est pas strictement politique, car au fond ce débat-là dépasse de très loin les clivages politiques ordinaires. On nous explique qu'il faudrait dépasser les cours de littérature, les cours de mathématiques, les cours de physique, de biologie, les cours trop disciplinaires, les cours où l'on transmet des savoirs qui viennent de loin, par des activités pratiques dans lesquelles les élèves entourés de l'outil numérique pourront produire par eux-mêmes, au fond, leur propre savoir. On voudrait remplacer dans les salles de classe de demain les heures de cours d'hier par des heures de code informatique ou bien de pratiques interdisciplinaires précisément autour des activités opérationnelles qui seront celles des salariés de demain que sont nos propres élèves. On voudrait ramener à sa stricte dimension utilitaire l'enseignement de la culture et en faire l'occasion de préparer une économie performante pour l'avenir. Et d'ailleurs, je le dis ici, dans ce lieu précis où le président de la République, il y a quelques mois de cela, en mai dernier, a prononcé un grand discours sur la refondation de l'école, dont le centre et la clé de voûte était cette affirmation « Il faut absolument mettre le système éducatif au service de l'économie ». Cette idée décisive qu'encore une fois, indépendamment des différents camps politiques, beaucoup de nos contemporains partagent, est l'idée que la culture devrait être transmise à l'exacte mesure de son utilité, et l'idée par conséquent qu'il faudrait se délester de ce fardeau du passé nécessairement périmé dans un monde en permanent changement. Cette idée-là nous a fait, je le disais tout à l'heure, abandonner le patrimoine au profit de l'avenir, abandonner la transmission au nom de la créativité. Mais encore une fois, quelle immense erreur collective. Quelle immense erreur
collective. Car c'est toujours dans le passé qui nous dépasse, évidemment, que nous pouvons, je le disais, nous reconnaître, nous connaître et inventer notre avenir. Ceux qui ont inventé le monde d'aujourd'hui et ceux qui font l'innovation d'aujourd'hui, les grands artisans, par exemple, du monde numérique, les fondateurs de Google, d'Apple, de Facebook, de Twitter, n'avaient pas fait de code informatique à l'école. En revanche, ils avaient eu des bons cours de mathématiques. C'est une certitude. Et dans ces cours de mathématiques, ils avaient appris à connaître des équations fondées par Euclide il y a de cela des siècles. C'est toujours ce qui nous vient du passé qui fonde notre créativité. C'est la langue qui nous vient de loin. Ce sont les étymologies les plus anciennes qui fondent encore aujourd'hui notre capacité de discerner dans le monde ces grands enjeux qui viennent à nous et d'inventer notre avenir, de le fonder, de le construire pour nous-mêmes et pour la société. Alors je crois que le pire, ce serait d'aller jusqu'au bout de cette logique et de laisser s'effondrer les demeures historiques, de laisser s'effondrer ce qui demeure, parce que ce qui demeure est la clé de ce qui se meut, parce que ce qui reste est le fondement de ce qui bouge, et parce qu'au fond, on pourrait dire que dans la capacité que nous avons de nous reconnaître nous-mêmes, le minéral et le vivant entretiennent dans l'expérience humaine une relation d'une extraordinaire et d'une étonnante fécondité. Ce qui demeure et ce qui reste fondent notre propre mouvement, notre énergie, notre inventivité et peut-être notre enthousiasme pour aborder les temps qui viennent. Le pire serait d'abandonner la pierre au motif qu'elle s'opposerait à ce qui pousse, à ce qui vit, à ce qui croit dans l'être humain, alors que précisément la pierre, ce qui demeure, est toujours ce qui fonde, non pas seulement notre stabilité, mais encore une fois aussi notre dynamisme, notre mouvement, notre capacité d'inventer l'avenir. Dans l'expérience humaine, encore une fois, demeure cette relation féconde entre le minéral et le vivant, entre ce qui reste et ce qui se meut. Alors je voudrais terminer en vous disant vraiment du fond du cœur mon infinie reconnaissance. Vous voyez, je me sens, je le disais tout à l'heure, je me sens bien illégitime pour venir parler de tout cela, à vous qui êtes engagés concrètement dans la conservation. Et quelle chose magnifique précisément que la tâche de conserver pour transmettre ce qui nous vient de si loin parfois, parce que ce qui nous vient du plus loin est aussi ce qui nous portera le plus loin. Eh bien, je viens en même temps avec joie, Monsieur le Président, à votre invitation, parce que je me dis que c'est une occasion pour moi de vous dire ce que la société peut-être ne vous dit pas toujours ou ne vous dit pas souvent, ce que les jeunes ne savent pas toujours dire, ce que les politiques ne savent plus toujours exprimer, ce que l'État, qui pourtant est par définition ce qui demeure, devrait pouvoir vous témoigner d'une façon plus concrète, cette infinie reconnaissance que mérite le travail que vous faites, vous qui entretenez, qui conservez, qui transmettez ces lieux dans lesquels d'autres que nous, à leur tour, auront l'occasion de se reconnaître eux-mêmes. Tout à l'heure, j'ai échangé avec l'un d'entre vous en arrivant dans cette salle qui me disait que dans cette pièce, il y avait essentiellement des résistants, des gens qui résistent précisément à l'effondrement que fait peser sur les pierres le travail du temps et l'indifférence des hommes. Alors ça m'a inspiré une petite conclusion parce que de fait, la réalité reste est toujours ce qui nous résiste. Et que quand nous laissons s'écrouler ce qui nous précède, nous perdons toujours aussi un peu le sens de la réalité. De fait, l'effort que vous faites est un travail décisif et c'est un travail éprouvant et j'en suis sûr c'est un travail usant aussi. C'est ce que dit Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Le travail est usant parce qu'il n'est jamais terminé. Le travail consiste à produire les conditions de sa subsistance, mais pas seulement. Le travail consiste aussi, dit Arendt, à produire dans le monde un espace habitable pour l'homme. Et construire dans le monde un espace habitable pour l'homme, ça suppose de recommencer toujours. Parce que si on ne recommence pas tous les jours, la nature reprend ses droits. C'est là que le travail a quelque chose d'usant. Vous avez nettoyé la maison, demain il faudra recommencer. C'est jamais fait une fois pour toutes. Hannah Arendt dit que c'était peut-être un travail héroïque que de nettoyer les écuries d'Augias, mais que ça n'est pas aussi héroïque que de nettoyer tous les jours sa maison, parce que tous les jours, le temps revient à la salir. C'est moins héroïque de nettoyer une bonne fois pour toutes les écuries d'Augias que d'entretenir tous les jours sa maison, de refaire tous les 20 ans le toit, de restaurer tous les ans les murs, les fenêtres, de refaire tout le temps ce que le temps vient défaire. Vous résistez au temps, et vous êtes des résistants, vous résistez aussi au risque de l'indifférence des hommes, mais ce faisant, la résistance que vous opposez au cycle même du temps est une résistance qui constitue en elle-même l'histoire. Constituer quelque chose qui demeure, dit Arendt, c'est manifester dans le monde la réalité de la liberté des hommes.
parce que le cycle du besoin nous attache à ce caractère cyclique de la consommation. Et dans une société de consommation où l'on produit pour consommer, où rien n'est fait pour durer, dans une société de consommation, l'homme ne peut pas avoir d'histoire, l'homme est privé de liberté. La vérité, c'est que ce qui demeure dans le monde humain est toujours le signe que nous sommes capables de faire quelque chose qui s'arrache au monde du besoin, et en s'arrachant au besoin, en s'arrachant au cercle éternel du besoin, de la consommation et de la production, en rentrant dans la durée, nous constituons des lignes droites qui marquent l'histoire des hommes. Nous entrons dans ces lignes droites qui témoignent du fait que les hommes ne sont pas arrivés au cercle éternel du besoin. Il y a du possible, il y a de la nouveauté, il y a de la liberté. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs que Jean-Michel Apathy, dans cette même évocation, disait « Au fond, il faudrait raser Versailles parce qu'à Versailles, on a trop de fascination pour la politique et on continue de croire que la politique peut changer le monde. » Et c'est vrai, Versailles est un signe que l'homme peut changer le monde, que le rêve d'un homme peut transformer l'histoire. Versailles est un signe, comme toute demeure historique, que le songe d'un homme peut marquer l'espace humain d'une façon indélébile, que l'homme peut faire des lignes droites et qu'il n'est pas condamné à vivre le cycle éternel du besoin, de la production et de la consommation, et de la production pour consommer, sans que rien ne dure et sans que rien ne demeure. Voilà ce qu'il y a peut-être dans la soif la plus absolue de l'homme, dans la soif la plus décisive de l'homme, le besoin de savoir que la liberté est possible, le besoin de savoir que les rêves des hommes peuvent transformer l'espace humain. Grâce à la demeure historique, Hannah Arendt écrit, et nous pourrions reprendre ceci à notre profit, grâce à la demeure historique, pourrait-on dire, nous parvenons à vivre dans la véritable patrie des hommes, la patrie des choses qui durent, la patrie des choses qui demeurent, la patrie non mortelle des êtres mortels. Grâce à la demeure historique, l'homme peut vivre ce dont il a le plus besoin, c'est-à-dire le pressentiment de l'éternité. Alors je voudrais vous dire, encore une fois, toute mon infinie reconnaissance pour faire vivre cette résistance que vous donnez par votre effort aux hommes qui nous suivront, aux plus jeunes dont je fais partie, et qui peuvent se reconnaître dans cette révolte des hommes contre la fatalité du besoin, contre la fatalité de la consommation, contre la fatalité de la solitude, de cette folie des hommes qui choisissent, dans une forme de gratuité, de continuer à faire durer, pour préparer l'avenir, ces témoignages du passé. Eh bien, il me semble qu'il faut que je vous dise l'infinie reconnaissance qu'elle doit mériter et que je ressens à cet instant. Et je voudrais terminer en vous citant cette dernière évocation, dans une dernière évocation, cette petite phrase de Simone Veil dans l'enracinement qui dit, encore une fois, l'absurdité qui consisterait à opposer l'avenir au passé. Voici ce qu'écrit Simone Veil et je conclurai par là. « L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres biens, nous ne possédons d'autres vies que les trésors hérités du passé et recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'en est pas de plus vital que le passé, il n'en est pas de plus nécessaire donc que ce qui demeure historique. » Merci infiniment pour votre attention.